Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous couvrons certaines des rencontres les plus terrifiantes avec des crocodiliens d'une équipe de travail dans une baie de Floride, prise en embuscade par un crocodile en embuscade à un arrêt en bord de route à minuit en Louisiane, transformé en attaque d'alligators. Mais d'abord, commençons par notre première histoire sur une rivière tranquille du Queensland où une sortie de pêche matinale se termine par une attaque mortelle de crocodiles marins. C'était le 14 juillet 2015, un matin de saison sèche à la rampe de mise à l'eau de la rivière Daly dans le territoire du nord de l'Australie. La lumière entrait pâle et plate, étalant un voile doux sur l'eau brun-vert alors que la rivière se tendait avec la première poussée de la marée de printemps. L'air avait la fraîcheur crayeuse de l'aube, celle qui s'amenuise rapidement une fois que le soleil dépasse la ligne des arbres, et la rampe brillait d'un mince film déposé par la nuit. La rampe était une dalle inclinée glissant dans le courant saumâtre, flanquée de mangroves dont les racines s'élevaient comme des lances depuis la boue. Les vasières étaient criblées de trous de crabes violonistes et de petites marques de glissement où les crabes avaient traîné des coquilles. Un panneau blanc, décoloré par le soleil et criblé de balles, avertissait « Zone de crocodile. Restez éloigné de l'eau ». Les troncs de mélaleuca penchaient au-dessus de la zone de stationnement. Les cigales faisaient entendre un chœur invisible. Sur la rive opposée, des anapondérés s'alignaient en une ligne irrégulière. La rivière semblait lente et paresseuse en surface, mais sous la surface, le courant s'engouffrait le long de la corniche submergée où les poissons à pas scintillaient et disparaissaient. Un casier à crabes cassés rouillait près des roseaux. Le bord inférieur de la rampe brisait le courant, créant une couture où la mousse s'accumulait et dérivait, une bande qui canalisait habituellement des débris et des mulets étourdis. Un petit bateau à moteur était au ralenti à 100 mètres en aval, puis coupa son moteur, le son étant absorbé par la distance et les arbres. Lee Amart, 28 ans, enseignant à l'école primaire de Darwin, se tenait avec une canne en graphite coincée sous le coude. Il gardait son équipement en ordre, boîte de leurre plongeant, bas de ligne enroulés, anneaux brisés de rechange et une petite épingle à nourrice. Les week-ends étaient pour le Barra et son cousin Matt, 34 ans, mécanicien diesel, était celui avec le tini et l'optimisme pour chasser les marées avant le petit déjeuner. Il partait avant l'aube, thermos dans le plateau, parlant travail et football jusqu'au tournant, où la conversation s'estompa et la rivière devint la seule horloge. Le plan était simple, lancer au lever du jour, travailler les leurres plongeant le long des bords de mangroves et être de retour sur la route avant que le soleil ne verrouille les flattes. Ils ont glissé le dinghy en aluminium hors de la remorque, moteur relevé, coque raclant le béton. Matt a stabilisé la ligne d'amarrage contre la bitte, la bouclant 2 fois. Liam attacha un leurre avec un nœud rapide, testa les hameçons contre l'ongle. Il monta sur la rampe supérieure et fit un lancer sous la main vers une racine basse, freinant le moulinet pour poser le leurre précisément. Il s'accrocha immédiatement, les triples s'enfonçant dans l'écorce glissante d'algues. Il travaillait la pointe de la canne, la ligne vibrait et restait en place. Il plaça la canne dans le porte-canne et descendit, ses bottes trouvant prise sur le béton mouillé. Il resta à 1 mètre du bord, le corps incliné de côté, une main sur le bas de ligne, l'autre tenant une pince à long bec. L'appât pendait juste à portée de main, le métal scintillant alors que la jointure de la rampe tirait et relâchait. Derrière lui, Matt vérifia les bouchons, abaissa et amorça le moteur hors bord. En haut du parking, un moteur toussa pour démarrer, les pneus crissant. Le crocodile marin est le plus grand reptile vivant. Les mâles adultes dépassent souvent 4 mètres. Les vieux mâles sont encore plus grands. Les yeux et les narines sont placés haut sur le crâne, gardant presque tout le corps caché tout en respirant et en observant. La peau porte des organes de détection de pression le long des mâchoires pour lire les ondulations. Il se spécialise dans l'embuscade en bordure, les rampes, les berges coupées, les racines entrelacées, les gués se tenant juste en dessous et se lançant dans une courte explosion explosive. Liam se pencha, les pinces ouvertes. La rivière gonfla une fois, une petite vague d'étrave pressant contre le couvercle de la rampe. Une tête épaisse perça la surface avec presque pas d'éclaboussure, les mâchoires s'ouvrirent, une bouche pâle scintilla. L'écart s'est refermé en moins d'1 seconde. Le contact est venu au milieu du tibia, les dents se sont enfoncées à travers le tissu jusqu'à l'os. La pression a comprimé le muscle contre le tibia, les pinces sont tombées et ont cliqueté une fois, puis ont disparu.
Le pied droit de Liam se souleva du béton alors que le crocodile reculait. Matt cria et se précipita vers la ligne de poupe, mais la perche était déjà en place. Un glissement arrière net qui fit perdre l'équilibre à Liam dans l'eau brune. Son genou gauche heurta le bord de la rampe. L'articulation se tordit et craqua. Le crocodile relâcha sa prise, fit surface en biais et se referma plus haut sur le bassin. La queue pagaillait d'un côté à l'autre, projetant des bandes d'eau qui faisaient rebouillonner la couture en écume. Matt fit pivoter la coque, l'aluminium heurta la rampe, le crocodile roula. La première rotation entraîna Liam complètement sous l'eau. Des bulles et une sangle en mousse déchirée remontèrent à la surface et tourbillonnèrent. Le deuxième roulis s'est resserré, la morsure se déplaçant vers une prise transversale plus ferme. Un craquement s'est fait entendre de la cage thoracique de Liam alors que le torse se comprimait le long de la ligne des dents. La barque a tourné d'un demi-mètre à cause du couple sur la ligne de poupe. Le crocodile s'est stabilisé, a plongé, puis est remonté un demi-mètre en aval, tenant toujours Liam en travers. Il a effectué un troisième roulé qui a arraché l'équipement de sa ceinture, la pochette de pince, l'outil multifonction à clip, un petit sifflet, des objets lâches tombant une fois avant que la rivière ne les emporte. La tête s'est inclinée, les crêtes du dos ont glissé sous l'eau s'est lissée, sauf pour un seul coup de coque sur une dent près de la surface. Puis plus rien. Il n'y eut pas de remontée à la surface. La rampe semblait se refermer sur elle-même. Le seul mouvement était celui des pinces de crabe agitant dans les trous le long de la boue. Liam ne revint pas. La mort est survenue à cause d'un traumatisme massif, aggravé par la noyade. Les rangers ont suivi des marques de glissade sur le ventre et ont éclairé des reflets d'yeux cette nuit-là, localisant et retirant un mâle de 4,6 mètres fréquentant la rampe. Matt a survécu sans blessure et a informé les autorités sur place. Ils ont tracé de nouvelles lignes sur le béton, déplacé la signalisation plus haut et discuté de barrières en chaîne à travers la dalle inférieure pendant les marées de printemps. Les habitants parlèrent des habitudes, de la distance, de la quantité d'eau dont un crocodile a besoin pour parcourir 1 mètre. Depuis la boue marécageuse d'Australie, notre chemin traverse l'océan jusqu'à un labyrinthe de balises et de mangroves en Floride, où une journée de travail routinière devient impitoyable. C'était le 22 avril 2013, la fin d'après-midi dérivée sur la baie de Floride. L'air était dense et immobile près de la balise de chenal numéro 9. La chaleur pesait lourdement sur l'eau jusqu'à ce que l'horizon devienne flou. Des bas-fonds couleur thé s'étendèrent dans toutes les directions, parsemés de cailles de mangrove et de langues de sable, juste assez hautes pour accrocher une hélice. À mesure que la marée descendait, des passages glissants s'ouvraient entre les herbiers, de tortues et la boue. Des balbuzards tournaient au-dessus, des mulets sautaient et les cercles s'estompaient. À l'ouest, des cumulonimbus montaient. La balise 9 penchait vers la mer, sa base nettoyée et entourée de balanes. À proximité, un bateau jaune était au ralenti avec son hélice relevée, la coque crépitant alors que le métal chaud rencontrait l'eau fraîche. Carlos Mendes, 35 ans, a été engagé pour repeindre et redresser les poteaux de navigation. À la proue, il portait un gilet de travail délavé avec un clip radio en haut et un crayon derrière l'oreille. Derrière lui, un membre de l'équipage manipulait le seau d'émail marin et les pochoirs. L'autre, une perche de poussée et un bois de soutien. Il visait à terminer 3 balises avant que les bas-fonds ne deviennent impraticables et que la rampe ne soit encombrée au crépuscule. Le processus était routinier. S'approcher du poteau, attacher la ligne de proue, vérifier avec un niveau, gratter les balanes, redresser l'inclinaison, peindre et passer à la suivante avant que les vents n'abîment les bords. La marée a glissé d'un cran. Ils se sont dirigés vers le marqueur qui se soulevait, la proue glissant sur une parcelle marbrée d'herbe et de sable. Le nez du bateau jaune s'est niché contre le poteau avec un bruit sourd et creux. La poupe s'est accrochée dans l'herbe à tortue, inclinant le bateau. Carlos a amarré la ligne de proue et l'a vérifiée. L'inclinaison légère du marqueur était agaçante par cette nuit sans lune. Travail simple, réparation rapide. Il a marché sur une étagère de boue, ses bottes s'enfonçant jusqu'aux chevilles. Cela semblait ferme puis glissant. En appuyant la ligne de proue sur sa hanche, il a poussé et le trou a légèrement bougé. Derrière lui, un membre de l'équipage secouait le pot de peinture tandis que l'autre mettait en place le support pour faire levier. Crocodile américain originaire des eaux saumâtres côtières du sud de la Floride. Long museau effilé, coloration vert-gris plus clair, moins massif qu'un crocodile marin.
mais il est toujours pleinement capable de tuer de grandes proies. Les attaques commencent à 2 longueurs de corps, lancées par une poussée soudaine verticale ou latérale à partir d'un profil bas. Le mouvement de la queue ajoute du couple et de la vitesse. La surface devant Carlos se comprima comme si un sac de sable avait été lâché juste sous l'eau. Le changement fut petit et rapide. Une bosse, une ligne de fossette, un écart soudain dans l'éblouissement. Une tête s'éleva, plate et pâle, pupilles fendues. Les mâchoires s'ouvrirent, révélant un éclat humide de peinture. Le crocodile a surgi. La mâchoire supérieure a dégagé le bord de boue, la mâchoire inférieure a balayé vers le haut depuis en dessous. La première morsure s'est refermée autour de la cuisse droite de Carlos au milieu du fémur. Le dénime plié, la peau et le muscle aplatis contre l'os. La ligne d'arc se tendit brusquement à travers sa hanche et le tira de côté. Le bateau fit une embardée. Les plaques de pochoir cliquetèrent. Carlos glissa de l'étagère dans les bas-fonds couleur thé. Sa botte gauche resta coincée un instant, puis fut arrachée par la succion. Le crocodile recula, sa queue traçant un arc net, qui projeta une nappe d'eau de la baie sur le pont avant et étala de la peinture le long du plat-bord. La prise se desserra seulement pour se déplacer. La tête refit surface sur le torse de Carlos. Les mâchoires se refermèrent de côté sur les côtes inférieures, une morsure croisée qui verrouillait son torse contre la ligne des dents. L'air s'échappa de sa bouche en une série de bulles. La queue du crocodile pagayait plus fort, traçant un chemin en arrière le long de la tranchée de balisage où le fond s'abaissait juste assez pour tout recouvrir. Le bateau jaune a pivoté de 90 degrés et a heurté le poteau. Le pousseur a plongé avec la perche, poussant à l'aveugle. Le crocodile a tourné, le premier roulis a tordu l'épaule droite de Carlos. L'articulation a cédé avec un bruit sourd et s'est affaissée sous le gilet de sauvetage. Les sangles se tendirent, puis se rompirent une à une alors que la rotation continuait. L'eau écumait et scintillait avec des éclats incrustés de coquillages et des gouttes émaillées. Lors du deuxième roulis, le crocodile déplaça sa prise pour mordre plus fermement la poitrine et l'abdomen, comprimant la cage thoracique. Les 2 corps, reptiles et hommes, disparurent sous la surface dans l'opacité couleur thé. L'équipage a frappé avec la perche et n'a rien senti d'autre que de l'eau, et parfois un grattement, un dos blindé glissant aussi rugueux qu'une lime. « Corde » dit l'homme de peinture, mais la ligne reposait sous le seau imbibé d'émail. À quelques pieds du marqueur, la surface s'est de nouveau bombée. Le crocodile est remonté à 30 pieds en aval, toujours en train de mordre en travers les bras de Carlos pendant le long de ses flancs. Une dernière torsion, à moitié roulade, à moitié plongée, a fait éclater une traînée de bulles. Puis la forme s'est aplatie et a glissé sous l'eau. Les ondulations se sont étendues, espacées plus largement et se sont lissées. Le silence revint sur les étendues. Le bois renforcé dérivait à côté du poteau et la perche de poussée laissait tomber de l'eau brune sur le pont. Au-dessus, des balbuzards tournaient en cercle tandis qu'une barque lointaine sifflait à travers un chenal et disparaissait derrière une île de mangroves. L'équipage cherchait la couture en cercle de plus en plus large, poussant et sondant, mais le fond, sculpté par les tempêtes et les érosions, offrait trop de poches, trop d'endroits où la profondeur changeait de quelques centimètres qui comptaient. Ils l'ont signalé et marqué sur le GPS. Un bateau de garde forestier est apparu alors que les premières bouffées de la brise marine commençaient à se montrer à la surface, soulevant une légère houle qui effaçait les derniers anneaux. Avant le crépuscule, le personnel du parc a placé des lignes de barricades flottantes, des bouées lumineuses autour de chaque poteau incliné pour garder les équipes sur le pont au lieu de marcher sur les coquillages. Les entrepreneurs ont été conseillés de travailler depuis le bateau, de garder les membres à l'intérieur et de traiter les bases des balises comme des points d'embuscade potentiels en cas de faible visibilité et de marée descendante. La balise 9 a reçu une nouvelle couche de peinture blanche éclatante sur le gris vert pour capter le faisceau d'une lampe torche de loin. Au matin, l'inclinaison était corrigée et l'eau restait calme et inchangée. Les chiffres sur le marqueur 9 brillaient en blanc. Sous un pont en Floride, un crocodile se prélasse. Notre prochaine histoire commence à Card Sound. C'était le 7 août 2017 et la chaleur de midi pesait lourd sur le vieux quai de pêche à côté du pont de Card Sound.
Une foule de locaux et de touristes du week-end s'alignait le long des balustrades, téléphone prêt pour apercevoir les prédateurs verts en dessous. Le soleil cuisait le pont, la chaleur montant à travers leurs chaussures, tandis que l'air portait l'odeur piquante du sel et du poisson. Sous le quai, un canal vert peu profond s'étendait vers une frange de mangroves suffisamment claire pour voir les poissons appâts filer dans l'ombre. Un panneau sur un pilier indiquait « Ne pas nourrir les crocodiles ». Près de la station de nettoyage, des restes d'appâts et des têtes de poissons dans l'enrochement laissaient des reflets arc-en-ciel sur l'eau, tandis que des bateaux de tourisme stationnèrent plus loin et que la chaleur faisait miroiter les rochers. Marco Silva, 24 ans, était un photographe de nature indépendant avec un goût pour les prises de vue risquées. Lors de ce voyage, il avait deux amis avec lui, Daniel qui portait du matériel supplémentaire et Lewis qui aidait avec l'éclairage et les photos de secours. Le plan était simple. Obtenir une prise de vue serrée au niveau des yeux d'un crocodile se prélassant sous le quai, suffisamment proche pour que les écailles et les dents remplissent le cadre. Marco pensait que cela pourrait être le genre d'image pour ancrer son prochain portfolio. Ils suivirent un chemin étroit à travers les éboulis instables, les rochers glissant sous leurs pieds et les éclats de coquillages craquant dans les bas-fonds. Marco atteignit le bas en premier, apercevant une tête pâle dans la ligne d'ombre. Il monta sur un rocher plat, un pied dans l'eau, tandis que Daniel et Lewis restaient de plus haut, leurs appareils photo prêts. Le crocodile flottait immobile, les yeux et les narines juste au-dessus de la surface. Dans les Upper Keys, les crocodiles américains utilisent de souvent des structures artificielles comme des quais, des piliers de ponts et des berges en enrochement à la fois pour la chaleur et comme terrain de chasse. Ils se prélasseront à l'ombre pour rester au frais, puis patrouilleront le bord où les entraillots de poissons et les restes s'accumulent. Une ruée au sol et un éclaboussement peuvent de couvrir 5 à 7 mètres en quelques secondes, même dans l'eau jusqu'aux genoux. Une fois qu'ils mordent, la force écrasante de la morsure peut briser un os instantanément. Le roulis multiplie le couple par la morsure, tordant la proie et déchirant les tissus. Ces animaux sont opportunistes, utilisant la structure et le couvert pour s'approcher dangereusement avant de frapper. La tête du crocodile s'est d'abord levée, la subtile élévation masquée par une légère ondulation de la marée. Ce qui ressemblait à un corps court, sous la ligne de flottaison, s'est étendu dans un mouvement fluide et délibéré. Puis vint la poussée. L'eau jaillit derrière la queue alors qu'elle avançait, la distance se réduisant presque instantanément avec un seul claquement contre la surface. Marco déplaça son poids pour avoir un meilleur angle et son pied avant glissa sur le film d'algues glissantes. Avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, les mâchoires du crocodile se refermèrent sur son mollet droit. Les dents percèrent la peau et le muscle broyant l'os. L'impact l'arracha du rocher, faisant tomber le stabilisateur de sa main. Il heurta la roche avec un claquement sec avant de glisser dans l'eau. Le crocodile a tiré brusquement en arrière, entraînant Marco dans le canal d'un mouvement net et décisif. Sa tête est passée sous l'eau, des bulles remontant en désordre alors qu'il se tordait pour remonter à la surface. Le crocodile a relâché sa prise initiale pour mordre à nouveau plus haut sur sa cuisse. Une secousse latérale courte et violente projeta un éventail d'eau sur les enrochements, dispersant des morceaux d'appât flottants de plus tôt dans la journée. Daniel dévala les rochers, canne à la main, tandis que Lewis attrapait la longueur de corde de leur sac d'équipement. Dans l'eau plus profonde, le crocodile pivota, commençant une roulade. Le couple tordit Marco brusquement, un craquement étouffé se propageant dans l'eau alors que son fémur se fracturait. La rotation desserra suffisamment la prise pour qu'il émerge à la surface avec un halètement, le sang s'épanouissant autour de lui en fines volutes. Le crocodile a surgi à nouveau, ses mâchoires se refermant brièvement sur sa hanche avant qu'une seconde secousse ne le fasse basculer sur le côté. Le pied de Marco s'est accroché à une roche submergée, le dégageant un instant. Daniel avançait dans l'eau jusqu'à la taille, frappant fort le museau du crocodile avec le bâton. L'animal hésita, la mâchoire se contractant, avant de glisser vers l'ombre du quai. Marco a été traîné jusqu'au rocher, laissant une fine traînée rouge. Le crocodile a fait une dernière charge, mais a dévié après les coups de pied et les frappes de ses amis. Ils l'ont tiré sur les enrochements, sa jambe lacérée, le fémur fracturé et la hanche entaillée.
Daniel serra une ceinture haut sur la cuisse de Marco pour ralentir le saignement, tandis que Lewis appuyait la chemise enroulée sur la blessure. Marco était faible mais conscient lorsque les sirènes se rapprochèrent et les secours l'emmenèrent mais rapidement sur les rochers et le transportèrent en urgence vers un centre de traumatologie. Marco a survécu après une opération et des mois de rééducation, bien qu'il marche avec une boiterie et porte des cicatrices étendues sur sa jambe droite. Les équipes du comté ont prolongé les clôtures et affiché des amendes pour avoir nourri la faune, et des patrouilles de week-end balèrent maintenant la jetée. L'aube arrive plus silencieusement dans l'arrière-pays. Un père et son fils chassant la truite le long des bords de mangroves jusqu'à ce que leur skiff plat croise une route de patrouille que personne ne voit. C'était le 3 mars 2016. L'aube était d'un calme plat dans l'arrière-pays des Keys de Floride, une scène grise douce séparant les silhouettes sombres des palétuviers d'un ciel commençant à pâlir. L'eau restait immobile, sauf pour une légère ondulation de la marée montante. L'herbe à tortue ondulait dans les poches plus profondes et les berges parsemées d'huîtres se pressaient contre les criques étroites. Les mulets sautaient à la surface, envoyant des cercles à travers le calme tandis qu'un héron restait immobile dans les bas-fonds, son reflet net sur l'eau. Au loin, un balbuzard cria. Le seul son artificiel était le léger cliquetis d'une perche contre l'aluminium, alors qu'un petit skiff avançait lentement le long d'un ruban d'eau sombre et sinueux. Les racines de mangrove de chaque côté formaient une arche au-dessus, fermant presque le passage par endroits. À la poupe se tenait Joel Renz, un gérant de 44 ans d'un magasin de pièces automobiles à Key Largo et un pêcheur passionné du week-end. La pêche était sa façon de se ressourcer après de longues semaines derrière le comptoir. À la proue se tenait son fils de 12 ans, Tyler, portant une casquette délavée et se concentrant intensément alors qu'il s'exerçait à faire des nœuds en boucle. Sur le pont à côté de lui, une rangée soignée de leurres de surface brillait faiblement dans la lumière faible, leur peinture écaillée par des prises passées. Père et fils avaient une routine. Les matins calmes, ils pêchaient à l'embouchure d'un ruisseau abrité où les truites de mer chassent les pilchards au lever du jour, faisant l'aller-retour en moins d'une heure. Joel tirait le skiff avec un rythme facile, chaque poussée faisant glisser le bateau silencieusement vers l'avant. Tyler lança vers un enchevêtrement de racines où l'eau s'assombrissait, son leurre décrivant une arche parfaite jusqu'à ce qu'il dévie légèrement et s'accroche dans les palétuviers. Joel sourit faiblement, posa la perche, puis se déplaça vers la plateforme de lancer avant. À genoux, il se pencha par-dessus le plat-bord pour atteindre l'accroc. Il sortit la paire de pinces de la pochette à sa hanche et pinça l'ardillon de l'hameçon pour le libérer. La proue du skiff se heurta doucement contre les racines, se balançant avec le léger clapotis de l'eau en dessous. Dans les Keys de Floride, les crocodiles américains peuvent dépasser 15 pieds de long et sont bien connus des habitants comme des prédateurs dangereux. Bien que les observations soient fréquentes, les avertissements le sont aussi. Des attaques ont eu lieu dans des criques isolées où ils patrouillent à l'aube. En utilisant les racines de mangrove comme couverture, ils peuvent surgir sur plusieurs mètres en quelques secondes, la morsure écrasante et la torsion roulante conçue pour maîtriser tout ce qui est à portée. Sous le surplomb des mangroves, un faible sillage s'est formé, si subtil qu'il aurait pu être complètement manqué. La surface s'est soulevée en une faible bosse glissante. Pas d'éclaboussure, pas d'avertissement. La tête émergea en premier, large et pâle, les narines s'évasant juste avant que les mâchoires ne s'ouvrent. Ce qui n'avait semblé être rien de plus qu'une ombre dans l'eau se révéla dans une poussée fluide et délibérée. Le crocodile s'est refermé sur la cuisse droite et la hanche de Joel dans une prise latérale bloquant sa jambe supérieure et inférieure contre le plat-bord du canot. La force a secoué le bateau, Tyler a attrapé la rambarde du tableau de bord, les yeux écarquillés. Le corps de Joel glissa en arrière de la plateforme, ses pinces cliquetant sur le pont. Le crocodile fit marche arrière d'un seul coup puissant, entraînant Joel par-dessus bord dans le canal étroit. Tyler se jeta sur le manche de la canne à pêche de Joel et la coinça entre le plat-bord et la mâchoire du croco. La canne se courba sous la tension, puis se brisa avec un craquement sec.
Le crocodile a émergé juste au-delà du skiff et a déplacé sa prise vers l'avant, ses mâchoires se refermant autour du torse abaissé de Joël. Sa queue a balayé une fois, envoyant une nappe d'eau par-dessus la proue et faisant tourner le skiff à mi-tour. Le premier roulis commença lentement, puis s'accéléra en une rotation violente. L'air s'échappa de la bouche et du nez de Joël. Le son étouffé des côtes qui cédaient se fit entendre faiblement à travers l'eau. Tyler perdit l'équilibre et tomba en arrière contre la glacière, une douleur traversant son genou, mais il resta à bord. Le crocodile termina la roulade et se posa bas dans l'eau, Joël maintenant inerte dans sa prise. Il coula, l'entraînant entièrement sous la surface brun-vert. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le clapotis de l'eau contre les racines. Plus en aval, le crocodile refit surface avec Joël en travers dans ses mâchoires, ajusta sa prise, puis replongea. Des bulles montèrent, puis s'arrêtèrent. Tyler appela son père, la voix brisée. La barque dériva contre la racine de mangrove, sa proue oscillant. Le gilet de sauvetage de Joël, arraché pendant la lutte, a flotté et s'est accroché dans les racines, oscillant légèrement avec la marée. Le calme est revenu. Seul le bourdonnement des insectes et le léger mouvement de la marée subsistaient. Lorsque les équipes de recherche sont arrivées, le soleil avait dépassé les mangroves et illuminé le ruisseau d'or. Les plongeurs ont balayé la zone tandis que les agents de la faune examinaient la rive. Des conseillers ont rencontré Tyler et sa mère au quai, restant proches pendant que le garçon racontait ce qui s'était passé. En l'espace d'une semaine, de nouveaux panneaux d'avertissement sont apparus lors des cliniques de pêche pour jeunes et le long des criques populaires en arrière-pays. Ils rappelaient aux plaisanciers de garder les mains et les genoux à l'intérieur du bateau lorsqu'ils travaillaient près des bords de mangroves, surtout par faible luminosité et marée descendante. Depuis le calme de l'arrière-pays de la Floride, notre chemin se déplace vers l'ouest, où la musique s'estompe d'une fête dans un jardin, et un canal de Louisiane cache des eaux calmes et l'embouchure ombragée d'un ponceau. C'était le 9 janvier 2013, après minuit le long d'une route à deux voies, dans le bassin de Barataria. L'air était lourd de l'humidité froide des marais d'hiver, chaque respiration portant la légère saveur de sel et de roche. Des lampes au sodium se dressaient à de longs intervalles, leurs cônes ambrés se répandant sur des parcelles d'asphalte et dans la brillance noire d'un étroit canal de drainage. Les berges du canal étaient revêtues de béton en enrochement, la dalle inclinée glissant d'algues et assombrie par des années de marée et de ruissellement. L'eau clapait doucement contre les pierres. Au milieu de la route, un ponceau s'ouvrait sous le pavé, une ouverture circulaire sombre où un flux saumâtre pulsait avec le souffle le plus léger de la marée. Les roseaux se penchèrent dans la brise nocturne bruissant comme du papier sec. Les insectes chantèrent dans un bourdonnement aigu constant. Toutes les quelques minutes, un mulet perçait la surface avec un léger plop, disparaissant à nouveau dans l'ombre. À un quart de mille de là, la faible lueur des lumières de Porsche scintillait à travers les silhouettes des chênes verts. Trois amis, Alex, 23 ans, Brie, 22 ans, et Nico, 24 ans, ont garé une berline compacte sur l'accotement en gravier. Ils venaient de quitter une fête d'anniversaire dans un jardin, toujours en jeans et veste légère contre le froid. La musique s'échappait encore de quelque part derrière eux, adoucie par la distance, un léger battement sous le bourdonnement constant des grillons. Ils n'étaient pas là pour pêcher ou explorer. Nico avait demandé un arrêt rapide pour se rincer le visage et dissiper l'effet de la bière avant de prendre l'autoroute. Ils sont sortis, étirant leurs membres engourdis par le court trajet. Les chaussures ont été enlevées pour les garder au sec et les lampes de poche des téléphones se sont allumées. Les faisceaux minces vacillaient sur la pierre et l'eau. Leurs ombres s'étiraient longuement sur la pente. Alors qu'il parlait, la clé de voiture de Nico glissa de la poche de son sweat à capuche, rebondit une fois sur le béton et glissa partiellement sur les enrochements. Elle se coinça dans un petit espace entre deux pierres, juste au-dessus de la ligne d'eau. Les trois se sont accroupis, en équilibre sur leurs orteils. Le faisceau du téléphone d'Alex a capté l'éclat argenté de la clé scintillant dans l'obscurité.
Nico s'est déplacé le premier, s'approchant doucement de l'entrée du ponceau où la clé reposait. La pierre a légèrement bougé sous son poids. Le bout de ses doigts a effleuré le métal. L'alligator américain domine les marais, canaux et bayous de la Louisiane. Les grands adultes peuvent dépasser 12 pieds et peser plus d'une demi-tonne. Ils sont capables d'embuscades soudaines à courte portée jusqu'à 2 longueurs de corps, souvent à partir d'un arrêt complet. Une seule pression de leur mâchoire peut fracturer des os longs, tandis que des secousses rapides d'un côté à l'autre déchirent les muscles et les tissus conjonctifs. Rouler dans l'eau multiplie le couple, déboîtant les articulations ou retirant des membres entiers. La nuit, les bouches de ponceau deviennent des sites d'embuscade de choix. Les poissons appâts sont entraînés par la marée, attirant les prédateurs vers l'ouverture ombragée. La surface aux lèvres du ponceau s'est gonflée vers l'extérieur comme si un objet lourd s'élevait en dessous. Pas d'éclaboussure, seulement une épaisse bosse glissante d'eau. Les narines sont apparues en premier, puis les yeux, 2 points froids et immobiles placés haut sur le large crâne. L'alligator a bondi. La distance entre l'ombre et la pierre a disparu en moins d'1 seconde. Le pied de Nico a glissé sur le béton fendu par les algues et il a basculé dans l'eau, un genou heurtant une dalle submergée avec un bruit creux. Avant qu'il ne puisse se rétablir, les mâchoires de l'alligator se sont refermées sur son mollet droit. Le dénime se déchira. Les dents percèrent la peau jusqu'aux muscles. L'animal commença à le tirer vers le conduit. Alex se laissa tomber sur le ventre, attrapant l'avant-bras de Nico avec ses 2 mains. Ses chaussures raclèrent en le béton alors qu'il se préparait, les muscles tendus. Le crocodile lâcha brusquement prise pour mordre à nouveau plus haut sur la cuisse. Une secousse latérale sauvage suivit. L'eau éclaboussa en un large arc. Des morceaux de roseau et de boue furent projetés en l'air. Nico fut traîné 1 mètre plus loin. Alex changea sa prise, atteignant plus bas. À cet instant, la tête du gator pivota et ses mâchoires se refermèrent sur l'avant-bras gauche d'Alex, à la limite de sa zone de morsure. La pression s'accompagna d'un craquement sec et net, brisant l'os de son avant-bras sous la pression. Alex arracha son bras, laissant des entailles profondes qui se remplirent instantanément de sang. Brie accourut jusqu'au coffre sortant une corde de remorquage enroulée. Elle est revenue en courant, lançant une extrémité vers Alex. Il l'a attrapé de sa main valide, l'enroulant autour de la poitrine de Nico alors que l'alligator roulait une fois, pas un tour complet, mais suffisamment pour tordre violemment le genou de Nico. Quelque chose s'est déchiré, sa rotule s'est déplacée de manière grotesque sous la peau. La queue de l'alligator fouettait en de puissants mouvements serrés, poussant à la fois le prédateur et la proie vers l'obscurité du ponceau. Bray fixa l'autre extrémité de la corde autour du poteau de la rambarde et se pencha en arrière de tout son poids, le gravier crissant sous ses baskets. Des phares apparurent dans le virage lointain, un pick-up avançant lentement. Ses faisceaux éclairèrent l'eau, illuminant le dos crénelé de l'alligator juste derrière Nico. La lumière soudaine fit hésiter l'animal, mâchoire toujours verrouillée. Alex profita du moment pour tirer sur la corde. Nico remonta lentement la pente, l'eau ruisselant de lui. L'alligator glissa en arrière, lâcha prise, et d'un coup de queue lourd et bas, disparut dans l'ombre du ponceau. Le canal se calma, des cercles se formant à partir de l'embouchure jusqu'à ce que la surface devienne immobile. L'avant-bras d'Alex saignait abondamment, la peau pendait en lambeaux sur la fracture. La cuisse et le mollet de Nico portaient des perforations profondes et des muscles déchiquetés. Le genou plié à un angle anormal. Brie arracha sa ceinture, la serrant haut sur sa jambe pour ralentir le saignement. Le conducteur du pick-up a sauté, tendant une serviette pliée pour le bras d'Alex et appelant les services d'urgence. La peau de Nico était devenue pâle, sa respiration était rapide et superficielle. Alex tenait son bras serré contre sa poitrine pour l'immobiliser, son visage crispé par la douleur. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, fournissant des garrots et des attelles avant de charger les 2 hommes dans l'ambulance. Les agents de la faune ont inspecté le ponceau avant l'aube, mais n'ont trouvé que les traces de traînées où l'alligator avait attendu.
Le lendemain, les résidents de Talcamongue se sont demandé s'il fallait installer des clôtures ou des projecteurs le long de l'aire de repos, surtout là où les fêtes nocturnes avaient tendance à déborder jusqu'au bord de l'eau. 5 frontières franchies, 3 morts, 2 vivants et une leçon partagée le long de chaque rivage du sud. Ne jamais faire confiance à l'eau calme. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle qui vous attend à l'écran de fin. Allez la voir et je vous y retrouverai.